Après une trop longue année d'attente sans fin depuis la partie 2 et ma dernière review à 73k, après 8 minutes de récapitulatif et un des plus bels openings aussi bien musicalement que visuellement, on a enfin eu droit à un bonheur éclatant en voyant le triomphe Quincy et leur marche sans frein vers le Rio et sa fin. Le roi Quincy et leur prince Gemisch ont vaincu des adversaires en apparence imprenables et ont assis leur domination sur fond de chants religieux et épiques et une glorieuse composition visuelle, enfin à la hauteur après une partie 2 en demi-teinte. Gardienne du grand tissage faisant passer Mayuri pour un étudiant percé en pleine poitrine et Grand Moine aussi vieux que le monde éclaté en morceaux inégaux. Bleach impose sa pression spirituelle sanguinolente dès son premier épisode pour sa troisième et avant-dernière saison et érige les vrais standards à respecter pour définir ce qu'est un vrai antagoniste légendaire et aux dimensions divines. Avec un lore cosmique où le temps, l'espace et la matière se font manipuler par la main ferme de ceux qui surpassent la morale, les lois dictées par l'homme et écrites avec le sang d'un péché originel. Moi-même je l'ignorais jusqu'à ce que je décide d'ouvrir une page Google Doc, mais les analyses sont de retour sur la chaîne car cela m'a été énormément demandé et j'ai trop de choses à vous dire sur cet épisode. Il n'y aura pas de spoiler, donc si t'es animé only, tu peux rester, à condition que tu t'abonnes avec la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos, le petit pouce empreint de Blood Veiné pour témoigner ton soutien, sans oublier le commentaire pour le référencement. On peut commencer. Commençons par Uryu et Senjumaru qui occupent une bonne partie de l'épisode, car je vais pas parler du récapitulatif évidemment, j'aimerais revenir sur quelques citations. Elle dit à un moment donné, le roi spirituel a abandonné votre famille, il ne restera aucune trace de votre passage dans ce monde. Puis elle ajoute, le réveil de notre roi t'a conféré de nouveaux pouvoirs. Et enfin, je vais mettre fin à votre lignée. Puis des dizaines de holos tombent des cieux et encerclent Uryu, ce qui peut rappeler la mort de Suken, abandonné par des Shinigami ayant trop tardé à intervenir et s'étant fait tuer par des holos qui l'avaient encerclé. Senjumaru en sait-elle plus qu'on ne pourrait le croire? Est-ce que le Rio a-t-il réellement abandonné la famille originelle des Quincy, c'est-à-dire avant même Yhwach? Ces phrases sont inédites, donc elles ne sont pas anodines, elles ne sont pas dans le manga. Il y a fort à parier que Tite-Kubo cuisine de nouvelles révélations qui vont bouleverser tout ce que l'on croyait savoir des origines de l'univers de Bleach, du Rio et de Yhwach. Selon moi, il y a vraiment quelque chose derrière ça, et j'ai hâte d'en savoir plus. Parlons à présent de Uryu et de ses yeux rouges, encore une fois quelque chose de totalement inédit qui n'existait pas dans le manga, tout comme d'ailleurs ce combat contre Senjumaru. Alors bon, le parallèle avec les yeux de Yhwach est évident car lui aussi il a les yeux rouges et dans Bleach les personnages à avoir cette teinte ne sont pas très nombreux, mais ça fait également penser à Ichigo durant son Getsuga Tenshu Ultime. Ses yeux rouges sont peut-être un teasing de pourquoi il est le successeur de Yhwach, car il ne faut pas oublier que Yhwach le présente et le nomme ainsi lui-même. Ce qui n'est pas banal, finalement c'est même pas Jugram. C'est aussi un élément important sur la vraie nature à plat potentiel du pouvoir de Uryu que je ne vais pas citer, et une raison supplémentaire à la future potentielle défaite de Yhwach. Le Blood Veiné sur les yeux est très intriguant car normalement c'est sur la main, le bras, le corps afin de se renforcer et de ne pas prendre de dégâts. Mais là c'est sur les yeux et ça se mélange à la couleur rouge. On sait très bien que les yeux, la pupille de Yhwach consiste à manipuler le temps, le futur, le destin. Donc est-ce que Uryu n'aurait pas hérité d'une capacité similaire qui serait un peu mélangée à son pouvoir propre? Bon là je suis obligé de spoiler rapidement mais ce sera à l'écrit, donc ceux qui n'ont pas lu le manga ne regardez pas pendant quelques secondes, je vais écrire ma théorie à ce sujet. 1, 2, 3, 4. C'est bon, le spoiler est parti. Parmi les autres hypothèses, il est possible que ce soit un contrôle de Yhwach ou encore une bribe de The Almighty accordée à Uryu, car c'est synchronisé au moment où The Almighty s'éveille, et donc Yhwach aurait accordé un petit morceau, un petit bout de The Almighty à Uryu afin qu'il triomphe de Senjumaru, ce qui rendrait la défaite de la Division 0 encore plus honorable. Et il faut mentionner également l'œil sur la main droite de Uryu qui apparaît très rapidement et subtilement. La forme de cet œil fait penser à celle que l'on voit sur le dos de Ukitake, notamment à la fin de la partie 2 et dans l'opening et l'ending. Je peux pas développer pour le moment, je pense qu'à la fin de la vidéo je vais faire une partie spoiler parce que finalement j'ai trop de choses à dire. Peut-être également que ce power-up de Uryu, qui ressemble à une sorte de wall standing, a un rapport avec l'opération qu'a effectuée Ryuken et qu'on a revu d'ailleurs en flashback dans TYBW, l'opération donc qu'a effectuée Ryuken sur le cadavre de la mère d'Uryu, car on voit le cœur de Uryu s'illuminer et son Blood Veiné pleurer des yeux. Mais la dernière théorie que je vais vous partager à ce sujet, et selon moi c'est la plus intéressante et complexe, car elle fait écho à un très ancien titre de chapitre avec Uryu en vedette, le chapitre 91 nommé King of Freishoots, dans lequel Orihime constate que Yoruichi avait bel et bien raison.
que les Shinigami sont les ennemis de Uryu. Pour information, Der Freischütz, donc le franc-tireur, est un opéra romantique en 3 actes du compositeur allemand Karl Maria von Weber, créé en 1821 à Berlin. Donc déjà là tout de suite vous voyez le point commun entre Joa Bach, les Quincy et l'Allemagne. C'est l'un des premiers opéras allemands à avoir une grande influence, marquant un tournant dans le développement de l'opéra romantique allemand. L'histoire se déroule dans une forêt mystérieuse en Allemagne et mêle des éléments de la légende, de la superstition et de l'horreur. Là aussi on est complètement dans un univers Quincy, comme on a pu le voir et on pourra le voir avec certains flashbacks. L'histoire est divisée en 3 actes, mais je vais vous la résumer car vous allez voir c'est très intéressant et ça permet de tisser des liens flagrants de façon très concise. Max, un jeune chasseur, doit remporter un concours de tir pour épouser Agathe. Désespéré, il accepte l'aide de Caspar, qui lui propose des balles magiques qui ne peuvent jamais manquer leur cible sans savoir que Caspar a pactisé avec le diable, Samiel. Les balles magiques fonctionnent, sauf la dernière, contrôlée par Samiel pour tuer Agathe. Par un coup du sort, Agathe est sauvée et c'est Caspar qui meurt à sa place. Max avoue son recours à la magie et, malgré cela, est pardonné après une période de pénitence. En résumé, cet opéra explore plusieurs thèmes centraux du romantisme allemand, comme la lutte entre le bien et le mal, la nature mystérieuse des choses, la superstition et le surnaturel. Vous avez sûrement établi les mêmes points communs que moi en entendant ça. D'abord, le pacte avec le diable, un certain Samiel, un ange déchu qui descendit sur terre pour tenter Adam dont il était jaloux. Uryu a pactisé par le sang afin d'obtenir un pouvoir plus grand avec Joa Bach, que l'on peut aisément associer à une figure comme l'Antéchrist, mais nous en parlerons en long et en large aux moments opportuns. Mais le plus intéressant concerne les flèches magiques, qui ne manquent jamais leur cible. Comment ne pas voir ici un début de développement inédit expliquant certaines capacités propres à Uryu. La vidéo est sans spoiler pour le moment, mais ceux qui ont lu le manga et en particulier sa fin savent de quoi je parle. Eh bien, il est possible que ces pupilles rouges aient également un lien avec cette capacité à tirer des flèches qui ne manquent jamais leur cible et qui finalement permettent au diable, ou alors ici à Joa Bach, à manipuler les flèches pour qu'elles ne manquent pas leur cible. Ou au contraire, en touche d'autres, à l'insu du plein gré de Uryu. Parlons maintenant de Joa Bach et de la scène légendaire de son ascension céleste vers le roi des esprits. Déjà, on a des chants qui sonnent religieux, comme des cantiques, et on retrouve des aspects d'une cérémonie qui le serait aussi, avec sa garde royale qui s'agenouille pour lui ouvrir la marche. En atteste la réplique de Jougram. Après 1000 ans de prière, nous allons être récompensés. 1000 ans de prière pour qu'enfin le vœu se réalise. 1000 ans de prière pour qu'enfin la prophétie se réalise. Puis ensuite on a Joa Bach qui gravit et constitue lui-même un escalier céleste, constitué des âmes de tous les Quincy morts pour libérer son paternel, symbolique surpuissante s'il en est. Il y a également un parallèle à établir avec l'introduction du cours 2, si vous vous rappelez, et les espèces de spermatozoïdes spirituels ayant servi à donner naissance à Joa Bach. Toutes les vies absorbées et sacrifiées étaient pour cet instant, pour gravir les marches vers le roi des 3 mondes. D'ailleurs, c'est intéressant cette précision et cette réplique, là aussi inédite, des 3 mondes, ce qui exclut d'office l'enfer qui constitue un monde à part entière, en dehors du règne des esprits. Parlons également de Joa Bach dans l'opening, encore lui, qui, à travers un bras cosmique, attrape et éclate le cristal du Rayo, ce qui concrétise la dimension cosmique des puissances en jeu ici. On parle pas d'un personnage qui manipule le feu, qui fait de l'électricité ou qui se téléporte rapidement. On parle d'individus capables d'interagir avec les dimensions du temps et de l'espace et de les façonner. Ils manipulent les éléments essentiels à la constitution des mondes à leur guise. C'est pourquoi certaines comparaisons entre des personnages de Bleach et d'autres mangas que je ne vais pas citer me font bien rire car on est vraiment dans un autre univers, dans une autre échelle de puissance. Remarque anecdotique, c'est juste pour le clin d'œil et pour ceux qui connaissent, mais la scène où Joa Bach tend son bras cosmique vers le cristal me fait penser à l'antispirale dans Tengen Toppa Gurren Lagann. Je vous montre pour que vous compreniez. Un petit mot aussi sur Ichibei et sa technique qui commence par Futen et que j'ai pas envie de prononcer. La séquence de la chanson avant la technique est inédite et vraiment sympathique, ça rajoute quelque chose d'atypique pour Ichibei et qui va bien avec le personnage. Un mélange de nonchalance, de puissance et un petit peu de glauque. Et d'ailleurs, ce n'est pas le Bankai, contrairement à ce que beaucoup ont mal compris, mais une technique supplémentaire et dévastatrice qui surpasse le cycle de la réincarnation ironiquement. Le Zanpakuto d'Ichibei se divise comme suit. Il y a le Shikai, dont la libération est produite par le terme noirci, qui lui permet de trancher les noms et concepts en 2, comme il le fera avec Joa Bach, divisant sa force par 2 et en divisant son nom. Puis il libère son Bankai, Shirafude Ishimonji. En japonais, ça veut dire un pinceau blanc, un trait noir. Libération qu'il appelle d'ailleurs pas Bankai, mais Shinuchi, signifiant vraie frappe, car c'est le tout premier Zanpakuto à avoir atteint ce stade bien avant l'invention du terme Bankai, qui pour lui est moderne, c'est vous dire la vieillesse du grand moine. En gros pour lui, même Yamamoto, qui appelle pourtant Aizen gamin, est un gamin. Quand je vous dis que les échelles sont tout autres, c'est pas forcément en termes de dimension et d'espace, mais même aussi en termes d'âge. On parle ici de potentiellement plusieurs centaines de milliers d'années, voire des millions. Avec ce Bankai, Ichibei peut donner et changer le nom de ceux qui ont été touchés par l'encre d'Ishimonji en dessinant un kanji sur le corps de ceux-ci, et il peut leur donner ainsi d'autres propriétés, comme on l'a vu avec Kurohari pour fourmi noire.
Mais malgré ses capacités extraordinaires jouant avec les concepts même des choses, des termes et de leur définition, Yhwach triomphe grâce au pouvoir de The Almighty, un pouvoir aux dimensions démesurées qui semble quasiment impossible à surpasser. Simultanément, Uryu triomphe aussi de Senjumaru en inversant leur position sans que cette dernière ne puisse s'en rendre compte. Il décoche ensuite une flèche, lui infligeant un terrible one-shot, ce qui rappelle le combat entre Uryu et Mayuri au sein de Soul Society. L'impact était bien plus dévastateur, d'ailleurs on voit Mayuri avoir une espèce de flashback traumatique, mais la puissance actuelle d'Uryu est sans commune mesure et il semble disposer d'un boost faisant penser à une sorte de wall standing à ce moment-là, mais encore différent et comme si qu'il n'était pas totalement développé ou libéré. À n'en point douter, comme je le disais au début, ce sera développé et expliqué plus tard. C'est impressionnant de constater à quel point, avec quelques changements intelligents, Tite Kubo et l'équipe de Studio Pierrot ont réussi à donner des lettres de noblesse à la Division 0 qui se faisait balayer trop facilement dans le manga, mais surtout à offrir le rôle adéquat à Uryu dans cet arc où il est censé avoir un rôle clé. C'était déjà bien dans le manga, mais pas assez, et là on va se régaler. Terminons sur le GOAT, le héros, Ichigo le véritable sauveur. Au final, tout repose une fois de plus sur Ichigo, dans des proportions toujours plus dantesques et importantes. On avait déjà une séquence forte en émotion avec Byakuya qui, la voix emplie de regrets et de honte, priait Ichigo de protéger Soul Society. C'est désormais un Ichibei toujours décontracté, mais un peu plus solennel qu'à l'accoutumée, qui demande à Ichigo d'arrêter Yhwach et non pas de le vaincre, car il estime que c'est désormais impossible. La montée en puissance d'Ichigo est synchronisée à son développement et aux responsabilités qui lui incombent au fur et à mesure. Lui qui est l'enfant de deux personnes faisant passer la protection des plus faibles avant toute chose, et c'est cet instinct protecteur leur ayant permis de se rencontrer, comme dans une pièce de Shakespeare qui se terminerait bien, lui qui depuis le traumatisme de ne pas avoir pu sauver sa mère alors qu'il n'était qu'un enfant impuissant a cherché à devenir plus fort, puis qui ne cherchait qu'à protéger coûte que coûte ses petites sœurs, puis Orihime, puis ses amis, il se retrouve, maintenant qu'il est plus puissant que jamais grâce à tout l'héritage qu'il porte sur les épaules, dans son sang et au creux de ses zanpakuto, à devoir sauver toute la cosmogonie tachée de sang de 3 mondes auxquels il tient plus que tout, car comprenant ses amis et toutes leurs histoires. Ah et au fait, petite précision, mais n'hésitez pas à me suivre sur X, anciennement Twitter, et sur Instagram, car il y a quelques mois, exactement au mois de juin, j'avais réalisé un réel dans lequel j'avais imaginé un cristal du Rayo totalement rouge sang, et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans ce premier épisode. Regardez, je vous mets les images côte à côte, c'est le même rouge, la même teinte. Donc est-ce que suivre Pharem, même si je ne suis pas un prophète, c'est voir le futur ? Moi je vous dis abonnez-vous, comme ça vous allez avoir peut-être quelques exclusivités et avoir une longueur d'avance sur les autres. Petit point spoiler rapidement avant de conclure cette vidéo, je pense que les yeux rouges et le blood veiné sur les yeux de Uryu, c'est le mélange du pouvoir que lui a donné Yhwach à l'antithésis et à l'envie de protéger ses alliés. Grosso modo, l'antithésis ça permet d'inverser un petit peu le cours des choses, mais on l'a vu surtout des dégâts, un peu comme The Balance, le pouvoir de Yugram. Mais là, je pense qu'on a affaire à un subtil mélange entre The Balance et The Almighty, ce qui fait qu'il est supérieur à Yugram et qu'il a le potentiel de dépasser The Almighty, Yhwach. Et ce point clé sera mis en exergue contre Yhwach à la toute fin, et il y a fort à parier que tout le développement et l'enchaînement des événements sera très différent. Je ne pense pas par contre que c'est Mimiyagi sur la main droite de Uryu, car Mimiyagi à ce stade est toujours à l'intérieur de Ukitake, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais il y a bel et bien un lien avec le Reiyo et Yhwach, et un pouvoir bien plus puissant que celui de n'importe quel Stern Ritter. Vraiment, mais quel plaisir de voir Uryu enfin respecté et avoir un traitement à la hauteur de cet arc qui le concerne directement. Et je pense aussi par ailleurs qu'on aura plus de scènes pour Renji, en atteste l'opening qui le met un peu plus en avant, pour Chad également, et pour Orihime je l'espère, même si finalement elle a déjà de belles scènes et une belle séquence à la fin contre Yhwach. Et voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, ça me fait plaisir de revenir sur YouTube, même si ce n'est pas évident avec le travail que j'ai à côté et qui me prend beaucoup d'énergie. J'ai également un projet top secret en parallèle dont je vais bientôt te parler et qui va te faire très plaisir, surtout si t'es fan de Bleach. À la prochaine, prends soin de toi, pense à l'abonnement, le like et le commentaire pour le référencement, dis-moi quel est ton passage préféré de cet épisode et qu'est-ce que tu attends pour la suite de cette partie 3. Sur ce... Ciao.